Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique. Aujourd'hui, les grandes previews des finales NBA. Dallas Mavericks contre Boston Celtics, évidemment, avec aujourd'hui le dilemme du pick and roll, donc l'attaque de Dallas contre la défense de Boston. Et on va s'appuyer sur ça, sur deux matchs de saison régulière qu'on a eu la chance d'avoir cette année. Donc un premier en janvier sans Porzingis et un deuxième avec Porzingis. Donc deux types de couvertures qui, vous allez voir, vont être différents. Mais avant de faire le point et de décrypter action par action le pick and roll, le point sur le premier rideau. Premier rideau rapidement, parce que c'est vrai que c'est un point crucial, tactique et fondamental contre Doncic et Dallas, c'est est-ce que Boston a les armes en fait? Et la réponse elle est plutôt non en termes de ce qu'il y a un match-up parfait pour Doncic. Ben non, parce que comme Minnesota en fait il y a beaucoup de défenseurs d'élite côté Boston, mais est-ce qu'il y en a un qui est assez grand, assez costaud, assez puissant pour offrir une résistance au contact et pour repousser Doncic comme Lou Dort a pu le faire par exemple? Bah c'est pas sûr. Et notamment donc Derrick White ici, regardez, White défenseur d'élite évidemment, un navigateur d'écran hors pair, isolation, ça bouge les appuis, les mains extrêmement élite, etc., etc. Mais sauf que face à Doncic, bah regardez que Doncic peut aller sur son spot à mi-distance et surtout lui shooter par-dessus. Donc voilà, Derrick White, défenseur d'élite, mais pas forcément pour le match-up Doncic. Voici une autre action avec Doncic qui est en poseur d'écran, il ressort, il attaque dès la réception du ballon, et regardez à quel point est-ce que Derrick White n'arrive pas à tenir son territoire, comme on dit. Voilà, c'est tout le problème, c'est que Derrick White, il a beau être défenseur d'élite, et notamment je pense qu'il va être fabuleux sur Irving, mais face à Doncic, bah, il y a un déficit de taille qui est beaucoup trop grand. Et donc il n'arrive pas à la fois coulisser mais aussi repousser le drive. Notamment, là, autre exemple sur ce côté premier rideau du pick and roll. Donc c'est un double drag, pick and roll à deux écrans, double drag screen. Donc un écran ici de Josh Green qui est bien posé et un autre qui est glissé. C'est un système qui a beaucoup été utilisé contre Minnesota notamment. Donc un premier qui est bien posé, ça switch. Ok, donc Derrick White se retrouve sur Doncic et surtout donc l'écran glissé permet d'aspirer Horford l'intérieur. Regardez, voilà, Horford est obligé de reculer à cause de l'écran glissé et donc ça laisse tout cet espace pour Doncic lancer. Et surtout regardez à quel point est-ce que Derrick White ne peut pas repousser Doncic. Voilà, il va sous le panier, carrément sous le panier. Donc c'est un peu tout le problème sur ce côté défense du pick and roll, même là quand on est en premier rideau, c'est que le premier rideau est peut-être un peu trop friable par rapport à Doncic. Regardez, comme ça vole au contact, ça peut pas du tout l'empêcher d'avancer. Ici, à partir du moment ici où il y a un contact, hop. Voilà, c'est aussi tout Doncic, hein, c'est qu'il est tellement gros, tellement imposant, tellement grand que la question du match-up, c'est plus que il faut être un défenseur d'élite, il faut aussi être un mec qui a les bonnes mensurations. Donc c'est toute la question. Jaylen Brown, un peu plus grand, un peu plus costaud que Derrick White, mais regardez à quel point lui non plus. Hop, la balle part d'ici, pas d'écran, pas de système, il va aller jusqu'au panier. Voilà, il prend la faute. Et c'est vrai que ça donne un atout tactique assez fabuleux parce que regardez, pareil, isolation contre Jaylen Brown, ça le repousse une première fois, ok. Et donc là, isolation. Dallas n'a pas besoin de faire de système et n'a même pas besoin d'apporter un écran dans l'action. Doncic peut créer un décalage et peut créer du jeu tout seul. Voilà, regardez ici 1 contre 1, à quel point est-ce que Jaylen Brown ne peut pas repousser Doncic qui va jusqu'au panier. Voilà, c'est un élément clé. Et le truc ici, c'est qu'une fois que Doncic a passé l'épaule et obtient l'angle sur le défenseur, comme ici, hop, il descend sur ses appuis, il obtient l'angle. Une fois qu'il a l'angle, en fait, c'est fini parce que ici, normalement, un plus petit défenseur n'arrivait pas forcément à tenir son territoire, mais Doncic, une fois qu'il a ce petit avantage, il est trop gros, trop grand, et donc, regardez à quel point Jaylen Brown un peu vole au niveau des contacts et peut pas résister, et peut pas le repousser, et donc Doncic lay-up au panier. Voilà, sur une action où, comme dit encore une fois, regardez, hop, post-up, ça repousse un peu, isolation, il n'y a pas de système, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de système. D'habitude, on aime bien donner un écran pour créer un premier décalage. Et là, non. Là, il n'y a même pas besoin. Ensuite, Jrue Holiday. Alors, Jrue Holiday, qui est peut-être le plus costaud d'entre tous. Mais même lui, regardez. Voilà, post-up contre Jrue Holiday, isolé en 1 contre 1. Et ben, même Jrue Holiday, hein, qui est hyper costaud, extrêmement épais, qui apporte ce genre de répondant physique normalement face à 99% des gens, mais sauf que Doncic, c'est peut-être le 1%, le seul de NBA qui est capable d'aller sur ses spots un peu de manière automatique. Regardez pareil, l'autre, ça c'est le deuxième match de saison régulière contre Derrick White, pas d'écran, pas de système, je vois que j'ai Derrick White sur moi, donc je vais au post-up, je m'installe, j'avance proche du panier, et panier. Voilà, c'est vraiment, ça peut être automatique et c'est pour ça que cette question de qui est-ce qu'on met sur lui peut être fondamentale, d'autant plus d'ailleurs dans une défense de switch all où a priori Boston va beaucoup switcher, donc Doncic pourrait attaquer pas mal de gens différents et on voit que toutes les squads de défenseurs d'élite à la fois de Minnesota au tour d'avant, mais là cette fois de Boston, est-ce qu'il y en a un qui est capable de repousser le côté drive très lent mais très puissant de Doncic? Pas forcément. Là encore un exemple avec Jaylen Brown, regardez, pas d'écran, pas de système, c'est juste Doncic qui avance, qui va sur son spot proche de la raquette, qui prend la faute. Voilà.
De nouveau, jour l'idée ici avec un post-up totalement isolé. Et c'est aussi pour ça que je fais un peu ce point-là avant le pick and roll, vous verrez. Mais retenez bien et notez bien qu'on a un vrai 1 contre 1 ici. Il n'y a aucune aide. On va y arriver. Mais là, sans aucune aide, ben même jour l'idée, ben, il peut pas. Il peut pas du tout. Voilà. Voilà, ça a l'air facile alors que c'est jour l'idée quand même. C'est tout le paradoxe. Donc jour l'idée peut pas tenir sur le post-up, peut pas non plus tenir, regardez, sur une isolation, sur un drive loin du panier. Donc Doncic qui drive, le voici, et il va jusque dans la raquette. Vous voyez à quel point, même jour l'idée, au niveau des contacts, au niveau de stopper et offrir une résistance au contact et vraiment stopper le drive et pas juste coulisser, bah il peut pas quoi. Il peut pas, en tout cas c'est compliqué. Regardez à quel point Doncic il part de loin du panier et sans écran. Je vais jusque dans la raquette, voilà, sans rien. Et regardez jour l'idée qui explose un peu au contact. Il y a une aide qui arrive ici, donc ça ressort. Catch and shoot, ouvert à 3 points. Voilà, vraiment c'est l'atout Dallas, c'est ça, c'est la majorité des équipes n'ont pas un Lou Dort, n'ont pas un mec comme ça hyper bon mais aussi hyper costaud, donc Dallas a toujours cette possibilité d'attaquer sans écran, sans système et créer des tirs de qualité grâce à Doncic qui est un mismatch permanent, même face à des défenseurs d'élite, de par sa taille, de par sa charpente, de par son côté imposant. Le voici de nouveau face à jour l'idée, regardez à quel point aussi, hop, j'avance, je repousse, je vais sur mon spot, à mi-distance, une aide avec un Derrick White qui dézone un tout petit peu, et donc ça fait la passe, catch and shoot à 3 points, bingo, voilà, face à Derrick White, face à jour l'idée, face à Jaylen Brown, et on finit avec face à Tatum également, isolation, pas d'écran, pas de système, je passe l'épaule, j'arrive à passer l'épaule ici, et une fois que j'ai l'angle, c'est fini. Voilà, c'est fini, je repousse, et puis au panier, voilà, tout a l'air tellement facile. Et donc, c'est vrai que la question de ce premier rideau défensif est importante à mon avis, parce que, pour deux choses. Premièrement, pour des couvertures de pick and roll, on a vu que Minnesota pouvait pas faire n'importe quoi, parce que le premier rideau, quand il est trop friable, ça met trop de pression sur l'intérieur derrière, notamment Gobert, mais aussi parce qu'on va avoir affaire à une défense en switch all. Regardez la dernière exemple, post-up, voilà, tranquille. Doncic sur Jaylen Brown, parfait. Et puis donc, surtout, je voulais aussi commencer par l'isolation et pas que Maintenant, on va enchaîner sur le pick and roll, mais pourquoi est-ce que je voulais commencer par ça? C'est parce que ça influe directement sur le pick and roll, donc, mais aussi, isolation ou pick and roll, vous allez voir que la problématique, finalement, elle est pas là. La problématique pour moi est toute là où va se jouer la série, c'est sur le reste du terrain en fait. C'est sur la défense off-ball. Et à quel point, parce que là, qu'importe le type de couverture sur le ballon, hein, vous allez voir avec Porzingis, avec Al Horford, c'est pas pareil. Les pick and roll entre petits, c'est pas pareil évidemment. Mais la clé d'action, pour moi, c'est ça, c'est off-ball. C'est à quel point est-ce que tu vas pouvoir aider pour compenser, parce que en fait, ça importe finalement assez peu de est-ce que Doncic attaque sur isolation, est-ce qu'il attaque en switch, est-ce qu'il attaque face à un edge, est-ce qu'il attaque face à un drop, etc., etc. Finalement, le ballon, on s'en fiche un peu. Ce qui va faire la différence, à mon avis, pour moi, pour Boston, c'est à quel point est-ce que les aides en deuxième rideau, ou enfin pas qu'en deuxième rideau, mais aussi en tête de raquette, etc., vont pouvoir faire le travail. Et donc, on peut commencer le décryptage des deux matchs en termes de pick and roll. Voilà le premier, hop, ça switch parce qu'on est avec Al Horford et sans Porzingis, donc switch all. Et regardez donc exactement ce dont je parlais et ce qu'il ne faut pas faire, c'est isolation, Horford contre Doncic et aucune aide nulle part. Voilà. L'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait un switch sur le ballon, c'est comme il y a Derek Lively, on n'a pas envie que si on fait un edge ou si on fait quoi que ce soit, il y a un espace, un décalage pour permettre à Lively d'aller au panier, notamment, par exemple, ou alors un pull-up à 3 points ici un peu ouvert, ou alors un drive, enfin voilà. Le switch, c'est pas de décalage, ok. Mais sauf qu'ensuite, le truc, c'est que tu peux pas laisser un 1 contre 1. Et c'est là où il y a des aides qui doivent se déclencher, parce qu'un vrai 1 contre 1, strictement, certes, t'as pas concédé décalage à la base, mais Doncic est capable d'aller punir ce 1 contre 1, ce switch qu'il obtient. Donc c'est tout le problème. C'est pour ça que je disais que finalement le point de tension, c'est la défense off-ball et collective de Boston. C'est pas tant le pick and roll, c'est pas tant la couverture de pick and roll qui est en face, etc., etc. Et là, d'ailleurs, après avoir montré qu'est-ce qu'il faut pas faire, voilà exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire on laisse pas à Horford dans 1 contre 1. Ici sur le ballon, on refuse l'écran, d'ailleurs on part de ce côté, mais surtout, regardez, qu'est-ce que fait jour l'idée? Il fait un stunt agressif, comme on dit, donc une aide en tête de raquette ici, il abandonne totalement Derrick Jones Jr., et il vient en fait boucher l'espace sur le drive de Doncic. Voilà exactement ce qu'il faut faire, il faut aider en plus sur le ballon. C'est toute la clé de la réussite pour moi de cette série de Boston face à Dallas, et donc là, effectivement, on a un shooter abandonné à une passe près, mais c'est pas un shooter top, forcément, donc à quel point est-ce que Boston va respecter, et surtout, le stunt force Doncic à tuer son dribble ici, donc il arrête son dribble, il est obligé de faire une passe, et puis c'est pas les bonnes conditions. Voilà. Donc vraiment la clé pour moi c'est ça, c'est pas tant le ballon, enfin si il va y avoir des problématiques sur le ballon aussi, quelle couverture on fait, etc. Mais la clé c'est aussi à quel point est-ce que ça peut aider pour compenser et pour aider le switch ou alors le edge, le drop, etc., etc. Là pareil, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être intéressant, ça va être même primordial.
Que fait Boston de suite? Boston enlève Al Horford de Derek Lively. Alors il n'est pas sur le terrain, mais l'intérieur c'est Maxi Kleber. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'on arrête le switch. Regardez, on se met en drop, donc on arrête le switch immédiatement. Ça a trop fait de dégâts déjà. Donc Al Horford reste bas et Jaylen Brown traverse l'écran. Et donc il y a aussi tout un jeu qui va se mettre en place de où est-ce qu'on va mettre l'intérieur. Et m'est avis que Boston va chercher à mettre ses intérieurs, non pas sur les intérieurs adverses, mais peut-être sur d'autres, notamment des non-shooters, pour pouvoir pratiquer ce genre de couverture. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça drop, donc 2 sur le ballon, il n'y a pas trop de décalage au niveau de Doncic, voilà, il est pris un peu à 2, là il y a un stunt, il y a une passe directe qui est pas trop faisable, et on a toujours l'idée qui gère un peu les deux côtés, les deux shooters un peu côté faible, Le voici, donc Doncic a compris, heureuse screen, et cette fois-ci, je drive côté droit, et cette fois il n'y a personne qui est capable de faire un stun parce que l'aile, il n'y a personne, et donc ça kick out, et catch and shoot, pick and pop, ouvert à 3 points. Et une des clés aussi, évidemment, ce sera la réussite de Dallas à 3 points. Parce que sur ce côté pick and pop et sur ce côté catch and shoot, quand ça vient aider, c'est un peu la clé. Et c'est un peu, bon, c'est basique, c'est pas très intéressant de raconter ça, mais oui, à quel point est-ce que Dallas, sur une série de 5, 6, 7 matchs, peut avoir 4 matchs avec une grosse réussite à 3 points pour un peu sauver tout ça, ça va être la clé. Si c'est normal, c'est de la symétrie. Si la clé de Boston, c'est d'abandonner les shooters pour aider sur Doncic, la clé de Dallas, c'est de punir en mettant ses shoots. Voilà. Là, ici, on voit un autre ajustement qui a été fait aussi contre Minnesota beaucoup. C'est quoi? C'est on pose un écran extrêmement haut. Comme ça, même si Al Horford veut rester en drop bas par rapport au niveau de l'écran, vous voyez ici, d'accord si tu veux, mais comme l'écran est posé tellement haut que tu as beaucoup d'espace dans le dos. Et donc là, pareil, regardez aussi les aides côté faible, côté fort. Ça vient pas trop aider. Et donc, Doncic a un peu tout sur 1 contre 1 dans beaucoup d'espace pour attaquer Al Horford un peu tranquillement. Donc, écran haut, c'est aussi un ajustement et un contre-move assez efficace qu'on a beaucoup vu. Nouveau pick and roll, ça switch, voilà. Et puis nouvelle tactique, regardez, et à quel point est-ce qu'elle est risquée. Switch and double, et ça finit en 3 points. Voilà. Alors qu'est-ce que le switch and double? Le switch and double, c'est sur le ballon, au moment de l'écran, on switch. Voilà. Donc il n'y a aucun décalage qui est concédé au moment de l'écran. Mais sauf qu'ensuite, en fait, c'est une prise à 2 à retardement. On fait semblant qu'on te laisse un mismatch, un switch sur l'écran, voilà, on switch, et en fait non. En fait, Jaylen Brown fait une prise à 2, donc une prise à 2 avec 1 seconde de retard, et ce qui fait que, bon, on n'est pas exactement sur les mêmes situations en termes de occupation de l'espace, timing, etc., que sur un 2 contre 1, vraiment sur le ballon comme d'habitude. Donc c'est un peu l'idée, et sauf que ça reste aussi une stratégie extrêmement risquée face aux meilleurs passeurs du monde, évidemment, que là ça ressort assez vite, et surtout nous avons donc un 4 contre 3 pour Dallas. 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Forcément, s'il y a 2 sur le ballon, il y a un surnombre ailleurs. Et bon, Grant Williams n'est plus là, mais PJ Washington aussi est capable d'attaquer ce genre de close-out, de jouer le connecteur et de faire la passe de la même manière de toute façon. Donc voilà, c'est un peu tout le problème, c'est que, hop, non c'est pas celle-ci, c'est ici. C'est tout le problème, c'est que ce genre de couverture très risquée de 2 contre 1, ouais. Dallas, ensuite, la question c'est à quel point est-ce qu'ils ont des passeurs pour en tirer profit, et des shooters aussi pour en tirer profit. En tout cas, l'extra pass génère un tir ouvert à 3 points. Et voilà. Donc le switch, on essaie un peu de le protéger avec un espèce de switch and double, mais c'est très risqué. Et là, pour le coup, on a aussi une possession exactement ce qu'il faut pas trop faire pour Dallas, en tout cas pas des masses. Je pense que ça va être... c'est comme d'habitude, Doncic, il aime bien ce pull-up à 3 points, il aime bien ce step back. Et donc là, switch sur l'écran, ok. Le stun qui se met en place ici pour Tatum qui va coulisser au cas où il y a un drive, sauf qu'il n'y a pas de drive. Tatum aussi, Brown est derrière aussi pour aider en fin de raquette. Sauf que Doncic, là, il sauve un peu Boston parce qu'il prend le pull-up à 3 points contesté. Et c'est peut-être le pire tir à prendre face à ce genre de switch où finalement tu es capable de le punir en allant dans la raquette. Voilà, là c'est un tir contesté en pull-up à 3 points. Il est capable de le mettre, on est d'accord, mais c'est aussi un tir qu'il faudra pas trop prendre parce que là, Boston est totalement content de faire ça. C'est même toute la stratégie, c'est on concède le switch comme ça, hop, ici. Pas de décalage au niveau de l'écran, ok. Et ensuite, on vient quadriller le terrain. Donc, on vient mettre ici un stunt en tête de raquette. On vient mettre Jaylen Brown derrière pour justement espérer que ça ne drive pas. Ou alors pour boucher le terrain ou pour aider si ça drive. Mais en espérant que ça ne drive pas et que ça prenne un pull-up ici. Donc, c'est tout le but de Boston. Et donc là, c'est mission accomplie. Mission accomplie, donc, à surveiller aussi à quel point est-ce que Doncic va rester un peu passif ou pas sur ce côté pull-up à 3 points. On sait qu'il aime bien. Et puis, ajustement de Dallas, évidemment, vous l'avez vu ou pas. Le voici, pick and roll. Ici même, ça switch. Et en effet, cette fois, on va avoir des stunts, un stunt de Jour-Lidé qui vient aider depuis le côté fort. Voilà, donc il vient aider, il se rajoute dans l'action. On a aussi Tatum sous le panier qui va pouvoir aider, mais surtout on a Jour-Lidé qui vient
hop, il dézone et il vient aider. Et donc, qu'est-ce que ça libère? Ça libère son joueur. Et ce n'est pas un hasard, vous allez voir qu'on va le répéter plusieurs fois, mais ce n'est pas un hasard si le côté fort, il n'y a qu'un seul joueur, un seul shooter. Comme ça, quand Jrue Holiday l'abandonne, personne ne peut venir coulisser sur Irving. Et surtout, c'est Kyrie Irving qui met le 3 points, évidemment. Mais parce que Irving, c'est le meilleur shooter de Dallas, je pense, d'assez loin. Donc, on le met de ce côté, on le met à une passe près de Doncic. Comme ça, quand ça aide et quand ça fait un stunt agressif pour compenser sur le switch, eh ben, on est capable de punir. Voilà, ça a aussi été fait contre Minnesota, on l'avait décrypté, match 5, notamment tout ce qui est organisation du terrain, qui n'est pas du tout lié au hasard. Rassurez-vous, c'est vraiment des détails qui n'en sont pas, et c'est des ajustements de la part de Jason Kidd, évidemment. Là, pareil, autre contre-move qu'on a déjà détaillé, l'écran très très haut. Voilà, écran placé très très haut, comme ça, même quand Horford ne veut pas monter très haut, il veut rester bas par rapport à l'écran, quitte à switcher, même en réception en bas, bah, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace, Doncic arrive lancé avec déjà un premier décalage, voilà, et puis ensuite c'est trop facile, quoi. C'est beaucoup trop facile. Ça, vraiment, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire pour Boston. Et le problème aussi, c'est que pourquoi est-ce que l'écran placé, posé aussi haut est un atout aussi formidable? On en avait parlé aussi match 5 contre Minnesota, si vous voulez voir la vidéo. Mais c'est que un écran posé aussi haut, bah justement, on peut pas faire un stunt à ce point à ligne médiane. On peut pas apporter une aide là, de Jrue Holiday qui vient boucher l'espace ici, qui vient se rajouter dans l'action, ou alors Derrick White. Voilà, c'est aussi tout le dilemme, c'est qu'un écran placé haut, bah, mécaniquement, hein, de facto, les mecs vont pas venir faire des stunts à ce niveau-là du terrain, ils attendent plus bas, mais sauf que plus bas, Doncic arrive déjà lancé. Là, pareil, vous voyez que personne sur l'aile pour faire un stunt, mais il y a qu'un shooter dans le corner, au cas où ça vienne aider. Cette fois, donc, ça vient pas aider, parce que l'action d'avant, il se fait punir, donc cette fois, Jrue Holiday ne vient pas aider, et donc ça laisse vraiment en 1 contre 1 total à Horford contre Luka Doncic. Voilà, l'écran placé haut, ça sert à deux choses, c'est mettre beaucoup d'espace dans le dos, le faire arriver lancé, et surtout, deuxièmement, à empêcher des stunts en amont de l'action, en début de l'action, on arrive lancé, et donc on peut aller au panier tranquillement, évidemment, ça c'est du Doncic, hein. Voilà, l'écran placé très haut, c'est un contre-move assez génial. Le voici, et on en a parlé tout à l'heure, mais deuxième mi-temps, regardez où est placé Horford. Il n'est pas sur Dereck Lively. Et c'est un peu aussi le truc, c'est que Doncic va forcément chercher à cibler le mismatch et le switch favorable. Donc, a priori, l'intérieur qui bouge un peu moins bien que les extérieurs, même si les extérieurs aussi, il peut les enfoncer, comme on a vu tout à l'heure. Mais donc, je pense que Boston va aussi beaucoup jouer avec où est-ce qu'on met notre intérieur, que ce soit Porzingis ou Horford. Et donc, voilà, ça va au panier. Et malheureusement, ça manque un lay-up totalement faisable. Hein, d'habitude, celui-ci, il le met. Et le truc, c'est que donc, on va forcément avoir comme conséquence Lively défendu par un petit. C'est aussi le jeu de mismatch et de match-up, pardon. Et donc forcément, White, en tant que défenseur du poseur d'écran, là par exemple, il défend pas en drop, il défend assez mal, il reste accroché à Dereck Lively, et donc ça offre un décalage pour Doncic qui peut débouler dans la raquette. Alors certes, on a une aide en deuxième rideau, mais ça c'est un tir qui est totalement faisable et mettable par Doncic d'habitude. Mais voilà, le jeu aussi des match-up et où est-ce qu'on met Horford face, ça va être clé, Horford ou Porzingis. Et d'ailleurs, pareil, on enchaîne. Regardez, Horford est ici et Lively est ici. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je laisse dérouler cette action. Voilà. Pick and pop. Et en fait, non. Parce que Derrick Jones, c'est pas un top shooter. Donc c'est aussi ça le secret, c'est que, à mon avis, on en a parlé tout à l'heure, mais ils vont vouloir mettre Horford et Porzingis peut-être sur le moins bon shooter parce que, comme ça, en fait, ça nous donne en fait une valve de décompression, comme je dis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur pick and pop là, sur lequel t'as pas besoin de faire un close-out très agressif, ou t'as pas besoin de, voilà, tu peux concéder ce décalage là, voilà. Et c'est-à-dire que donc sur le ballon, tu peux te permettre donc de faire un 2 contre 1 et de mieux contenir Doncic. Et si tu te découvres un peu en faisant ce genre de couverture un peu agressive de 2 contre 1 sur le ballon, forcément le décalage est ici. Mais sauf que la clé, c'est que on s'en fiche. Le décalage pick and pop à un Derrick Jones Jr. ou un Josh Green ou un PJ Washington, je pense que Dallas sera content de concéder ce décalage. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de close-out qui est fait. Jrue Holiday qui pourrait faire la rotation, mais il ne la fait pas. Hein, il reste sur Irving. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a cette valve de décompression avec un non-shooter qui permet de mettre plus de pression sur Doncic, sachant qu'on ne va pas être puni ailleurs. Il y a une valve de décompression. Et donc, en effet, Derrick Jones ne prend pas le tir, il attaque, et c'est un peu plus dur évidemment. Donc voilà, le jeu des match-up, on a vu Tatum sur l'intérieur et Derrick Jones Jr. qui est défendu plutôt par l'intérieur, et donc c'est aussi tout le dilemme pour Dallas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque avec tout de même avec Lively ou avec Kleber, ou alors est-ce qu'on veut cibler le mauvais défenseur mais avec un partenaire qui est pas top? Voilà, c'est un peu tout est-ce qu'on choisit le bon partenaire, donc Lively, hop,
est-ce qu'on fait le bon partenaire de pick and roll ici, mais quitte à pas avoir le bon match-up, ou est-ce qu'on cible le mauvais match-up, enfin le bon match-up pour nous. C'est un peu tout le choix finalement qui est fait entre les deux, et donc on avance, hop, même pick and roll, vous voyez que de nouveau on fait le choix on va plutôt cibler Hallerford plutôt que d'impliquer un bon partenaire de pick and roll, et donc c'est pareil, 2 sur le ballon, pick and pop, voilà. Et ça, vous me direz, Dallas sur ces playoffs, le truc c'est qu'ils ont montré qu'ils sont capables de le mettre, et je suis d'accord, mais je pense que ça reste aussi la moins pire option pour Boston. Le meilleur tir à concéder et le moins pire décalage à concéder, c'est celui du pick and pop finalement. Vous voyez déjà qu'il y a une première aide de la part de Holiday qui vient en stunt ici, donc ce qui fait un peu moment de pause pour Doncic, donc ok, mais surtout on reste à 2 contre 1 sur le ballon, pas de switch, et on concède ce décalage ici, mais c'est pas grave. Et je pense qu'on va plutôt tester et voir si PJ Washington, si Derrick Jones Jr., si Josh Green, si des mecs comme ça sont capables de mettre les tirs, et peut-être qu'après on s'ajustera. Mais c'est vrai que ça permet de ne pas switcher en fait. Ça permet de mieux contenir Doncic avec 2 sur le ballon, parce que tu as cette option où tu as un non-shooter que tu peux ne pas respecter. Et donc, vu que ça marchait pas mal, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, vu que la défense de Boston marchait pas mal en termes de gros, qu'est-ce qu'on fait ? On attaque avec des pick and roll entre petits. Et là, Doncic va s'amuser à cibler quelqu'un d'autre. Bah, c'est Peyton Pritchard, évidemment, qui est un plus petit. Donc, on va aller au poste bas. Enfin, on essaye. Et là, justement, il y a tout ce qu'il faut pour Boston. C'est-à-dire, OK, on concède au moment de l'écran le switch. D'accord ? Mais, sauf qu'ensuite, on a des aides derrière. Et donc, notamment, vous voyez que Jrue Holiday qui se comporte comme un vrai free safety. Hein, ici, il défend Irving qui s'en va. Le voici. Et pourtant, il reste dans la raquette. Et il empêche. Il se met voilà, c'est pas un contre 1 là, pour le coup. On pourrait croire que c'est un switch ici, mais en fait, s'il veut aller au panier, si tu dois affronter 2 mecs. Donc c'est un 2 contre 1. Bon, Doncic est tout de même capable de punir d'habitude sur ce genre de tir, mais au moins, on prive l'accès au panier. Donc on prive l'option la plus rentable sur ce genre de switch, c'est soit je vais chercher les points rentables au panier, soit je casse une défense en allant jusque dans la raquette. Là, il y a un effet de dissuasion avec cette espèce de 2 contre 1 qui est créé ici, exactement comme d'ailleurs Minnesota faisait un 2 contre 1 avec Gobert ici, Towns ici et Jokic, hein, c'est ce principe-là. Et donc, on peut pas aller au panier. Créer du jeu, créer du chaos, créer le décalage, voilà. Donc Boston, si ça switch, il faut s'attendre, il faut espérer de très bonnes rotations derrière en deuxième rideau, comme je vous le disais tout à l'heure. Là de nouveau on est sur du drop, et sauf que le problème c'est que voilà, le drop ça marche pas pour une raison aussi, notamment parce que le défenseur du drop il est plus top, hein, c'est pas non plus un défenseur d'élite, hein, Hallerford surtout à son âge. Le premier rideau est pas top non plus pour le freiner, et donc là il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'espace pour pénétrer, personne devant lui, il va dans la raquette, et puis 2 sur le ballon à la fin, et puis la créativité, voilà. Et de la même manière, regardez qui est côté faible. C'est notre ami Irving, donc le meilleur shooter de Dallas, avec Jrue Holiday qui ne vient pas aider. Donc, hein. Là, on reste vraiment sur un 2 contre 2, personne ne vient aider. Et donc ça, pour moi, c'est typiquement le genre de possession défensive qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser en 2 contre 2, parce qu'on a vu que 2 contre 2, ça marche pas. Ça marche pas. On a vu que même la défense d'élite de Minnesota de pick and roll, en 2 contre 2, ça marchait pas non plus. Il fallait rajouter un 3e homme dans l'action. Donc voilà, là ça marche pas trop. Et puis de nouveau, drop. Cette fois, ça vient un peu plus aider avec Tatum. Hop, ici. Donc drop du pick and roll, pas switch. Drop, on reste bas par rapport au niveau de l'écran. On contient le drive. Sauf que là, ça fait un 2 contre 1. Grant Williams plus Doncic face à Hallerford. On rajoute un mec ici, un troisième joueur, c'est Tatum qui vient en stunt. Mais voilà. Doncic prend la faute. Mais en tout cas, sur la théorie, c'est un peu plus ça qu'il faut faire. Alors après, peut-être que vous avez vu aussi, mais il y a aussi une manière de punir ça de la part de Dallas qui était en train de se mettre en place. C'est un flare screen. C'est-à-dire que quand Tatum vient aider ici, donc 3 contre 2 au niveau du ballon, ça fait que ici, côté faible, on a Maxi Kleber qui peut poser un écran sur Derrick White, et on a un 2 contre 1. Donc il y a aussi ce contre-move. Si Boston se met un peu trop à aider avec des défenseurs supplémentaires sur le pick and roll, c'est que on a toujours cette option de côté faible organiser des si t'es un 1 contre 2, je te pose un écran ici, je ressors et ça fait un tir ouvert. Donc voilà, mais au moins, je pense qu'il faut arriver à prioriser, et c'est peut-être plus important de stopper Doncic au panier, quitte à créer des 3 points ouverts, plutôt que de le laisser scorer et aller prendre ses points facilement à l'intérieur. Là de nouveau, vous voyez que on revient non pas sur du drop, parce qu'on s'est fait un peu ouvrir par le pick and roll de drop, donc on revient en switch, voilà, pas de décalage concédé, super, mais sauf que switch, ça dit mismatch au niveau du ballon. Il n'y a pas d'aide qui viennent en priorité, en amont de l'action. Vous voyez que Jrue Holiday ne vient pas dans la raquette très tôt dans la position et dans le drive. Peyton Pritchard non plus ne vient pas en tête de raquette. Donc Doncic peut avancer tranquillement, il peut aller sur son spot dans la raquette, et puis après c'est fini. Voilà typiquement ce qu'il ne faut pas faire.
c'est tout l'avantage et la valeur des stunts aussi, c'est que les stunts viennent freiner dès le début du drive. Là, le problème, c'est que si tu le laisses prendre de la vitesse et tu le laisses faire son truc, ben voilà, il va au panier et puis c'est fini, quoi. Donc, l'accent devrait être mis, à mon avis, sur les stunts pour espérer faire beaucoup mieux que ça. On avance avec un pick and roll un peu classique. Voilà, contre Luke Cornett qui, à mon avis, ne va pas voir beaucoup le terrain. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est peut-être une cible de drop qui est pas forcément de très haut niveau. Donc quid de son temps de jeu à lui. On verra dans la rotation de Boston qu'est-ce qu'il en est. Mais surtout, vous voyez que Doncic va sur son spot, s'installe. Alors, il manque le tir à mi-distance, mais hop, où est-ce que j'en étais? C'est ici, voilà. Le premier rideau, l'écran qui est bien posé cette fois-ci, hein, pas d'écran glissé, un bon écran. Doncic qui a son premier décalage. Il met Jrue Holiday, il le put in jail, comme on dit, il le met en prison. Il le garde dans son dos, voilà. Et il va sur son spot. Tir ouvert à 3 points. Ah, pardon, à mi-distance, assez libre. Voilà, c'est du Doncic qui fait un peu ce qu'il veut. Donc voilà pour cette action. On enchaîne avec de nouveau. Vous avez vu ou pas? Est-ce que vous avez vu? Luke Cornett n'est pas sur Derek Lively. Et je crois pas qu'on n'est pas du tout en défense de zone. On a mis Pritchard sur Derek Lively pour switcher. Voilà. Et comme ça, on protège le ballon, on protège Cornett qui est pas sur le ballon. Donc ça switch évidemment, mais sauf que évidemment si ça switch, eh ben ça vient aider et Doncic peut attaquer. Alors qu'est-ce qui se passe ici exactement? Donc on a dit Cornett pas sur le ballon, comme ça on peut changer sur l'écran. Voilà, pas de décalage. Et donc vous voyez aussi l'effort que fait Jrue Holiday sur le switch. C'est pas juste je change l'écran et voilà, non, il y a un vrai effort de passer derrière, enfin devant, passer devant Lively. Hop, je passe devant au niveau du switch parce que sinon il y a un roll qui est toujours disponible. Donc voilà, le switch au niveau de l'écran comme ça, pas de décalage, ok. Et puis derrière, ça vient aider un peu sur le mismatch. Donc parce que Doncic est trop dangereux par rapport à Pritchard, donc ça vient aider. Et regardez aussi le magnifique X-out de la part de Boston ici. Donc c'est à dire que le low man, donc le mec le plus bas, celui qui va aider, c'est Derrick White qui vient coulisser ici. Cornett va coulisser à sa place. Et Derrick White va ressortir sur l'autre shooter. Donc c'est un X-out on dit parce que c'est un X ici, une barre, une autre barre. Ça fait un X. Voilà, vous allez voir, ils vont se croiser. Donc ça compense à l'intérieur. Cornett fait la rotation et Derrick White ressort. Voilà. Et en un sens, pour moi, c'est exactement ce type de possession que Boston doit arriver à faire. Et ce que n'a pas réussi à faire Minnesota. Mais je pense que ça paraît risqué, mais il faut mettre de la pression sur Doncic pour l'empêcher d'avoir la balle, quitte à concéder du mouvement et de l'extra passe et du 3 points. Mais je pense que c'est un peu la formule en fait. C'est un peu la formule de... On parie plutôt sur le fait que est-ce que Dallas a les connecteurs et les passeurs pour trouver la bonne solution, et est-ce que Dallas ensuite a les shooters pour punir ça? Voilà. Moi, si j'étais coach de Boston, c'est plutôt ça que je ferais. Je mettrais de la pression sur Doncic, quitte à concéder autre chose, des décalages. Mais que voilà, vaut mieux parier sur un Derrick Jones Jr. ou un PJ Washington qui font des gros matchs à 3 points plutôt que sur Doncic. Si tu le laisses un peu trop libre, bah lui t'es à peu près sûr qu'il va te punir. Donc voilà. D'ailleurs ici, hop, de nouveau Luke Cornett qui est impliqué sur l'action. Vous voyez qu'on n'a pas eu le temps de le mettre de mettre un autre que Luke Cornett sur Lively. Donc ça drop, ça passe aussi sous l'écran au niveau de Jrue Holiday. Comme ça ne switch pas, ça passe sous l'écran, mais donc petit décalage puisque drop et passe sous l'écran. J'ai un petit espace, je dégaine le pull-up et badaboum. Voilà, c'est aussi, c'est pas une arme qu'il devrait faire tout le temps. Peut-être qu'il parfois il a fait un peu trop, mais il est capable de la faire. Donc c'est quand même assez génial. Et puis là, pareil, face à Cornett, le drop. Heureusement, Dallas n'est plus à le 3 points, mais c'est exactement d'ailleurs ce dont on parlait, pardon. Mais donc le drop, voilà. D'ailleurs, vous avez vu que l'intérieur, ça y est, Cornett on l'a mis sur Derrick Jones Jr. et pas sur le Kleber qui est le pivot sur le terrain. Donc ça drop, ok. Doncic qui avance. Déjà, on voit, il y a un stunt ici qui est bien meilleur de la part de Pritchard qui vient se mettre ici en stunt pour boucher le terrain. Donc vous voyez que si on fait pause, on a le drop, le mec qui est à la base sur Doncic qui a traversé l'écran, plus le stunt. Donc le terrain est totalement bouché pour Doncic. Plus, vous allez voir que donc 3 sur le ballon et surtout donc les 2 du pick and roll sur le ballon. Derrick Jones Jr. est libre de rouler au panier, mais aide de la part du Lomen côté faible, donc défenseur côté faible qui vient aider, qui vient compenser. Et donc ça force l'extra passe vers l'extérieur. Et donc toute la clé, ce sera de voir à quel point est-ce que Kleber, est-ce que peut-être Tim Hardaway, s'il va jouer, est-ce que Josh Green, est-ce que Washington, est-ce que Derrick Jones Jr., est-ce que Irving, si on arrive à le mettre là, vont être capables de punir et de mettre ce 3 points. Parce que là, en effet, c'est un peu c'est le schéma préférentiel là, pour le coup. On met du monde sur le ballon, on met la pression sur le ballon, on compense au panier, quitte à ne pas compenser à 3 points. Voilà. En tout cas, pas à temps, vous avez compris. Il y a une certaine priorisation qui se fait, bien entendu. Cette fois, on a un peu de Irving qui attaque Horford, mais évidemment,
il ne peut pas attaquer aussi librement. Et là, bon, je laisse dérouler l'action. 3 points de Irving. Voilà. Et c'est aussi, comme dit, toute la clé de la série, elle est là. Et là, on est sur une position où ils sont arrivés à punir. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Pick and roll, ça switch, ok. Et donc, on a un mismatch. On a Horford, Irving. Et donc, on se dit, il va pouvoir attaquer. Et en fait, non, puisque la défense s'organise assez bien pour le coup. Regardez, Tatum qui va se mettre ici en stunt, même à une passe près, il bouche le terrain avec ses bras là. Plus, je roule l'idée. Donc, regardez, si on fait pause, est-ce que ça ressemble à un switch? Est-ce que ça ressemble à un contre 1 pour vous? Bah, honnêtement, pas trop, hein. C'est pas trop un contre 1. Là, c'est un 3 contre 1 et un espace, un mur devant Irving, donc il peut pas attaquer, il peut pas aller au panier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il attaque pas. Hop, quand il attaque de nouveau, vous voyez que je roule l'idée qui était sur Kleber. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient très très vite se mettre en deuxième rideau et il empêche l'accès au panier. Donc, le problème, c'est que ça libère aussi d'autres espaces dans la défense. Et donc là, pour le coup, c'est exactement ce que si Dallas arrive à faire ça, c'est parfait. Mais c'est faire tourner, 3 points. Et voilà. Et c'est ce genre de séquences qui sont arrivés à faire juste assez contre Minnesota, notamment dans des fins de match. Ils ont réussi à obtenir pas mal de très bonnes choses. Mais voilà, c'est aussi le truc, c'est que plus tu mets de la pression, plus tu vas libérer des espaces et plus aussi Dallas peut être capable de s'en sortir. Mais donc voilà, pour ce premier match, hein, vous avez vu que pas mal de switch notamment, mais même au niveau des switch, on a changé parfois, on a fait du drop, on a alterné, on a fait des switch and double pour changer un peu parce qu'en fait Doncic est trop fort. Et donc allons-y maintenant, partons pour le décryptage du deuxième match où cette fois-ci Porzingis est présent. Le voici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'amène sur l'écran, sur le ballon évidemment, et à noter Porzingis, on va être beaucoup moins sur du switch all par rapport à Horford. Pourquoi? Parce que en switch il est quand même beaucoup moins performant évidemment, parce que centre de gravité très haut, beaucoup moins mobile, donc on n'aime pas trop faire un switch all. Donc ce que fait Dallas, c'est forcément on essaie de l'impliquer. Et que se passe-t-il? On est sur un drop, donc drop, c'est je reste bas par rapport au niveau de l'écran, comme ici. C'est pas un edge ici, un soft edge ou un show au niveau de l'écran. C'est pas un hard edge qui va venir ici barrer la route, faire une prise à 2. C'est pas une trappe, un blitz prise à 2 non plus. Voilà, c'est un drop. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur ce drop? Doncic a la place d'attaquer. Voilà, c'est aussi tout le truc, hein, c'est qu'on a vu que la meilleure défense de NBA sur drop qui était Minnesota a beaucoup souffert face à Doncic. C'est pour une raison. Et si donc Boston, qui est un peu moins bon sur drop que Minnesota, pratique aussi ce drop, à mon avis, ils vont souffrir. Et comme dit, hein, le truc, la clé qu'on avait déjà beaucoup détaillé contre Minnesota, mais c'est que le drop donne tout cet espace. Vous voyez que le fait qu'ils ne viennent pas réceptionner Doncic très haut au niveau de l'écran fait qu'il y a tout cet espace pour débouler. Et donc, il drive tranquillement, il va sur son spot et c'est fini. Donc voilà, c'est un peu tout le problème de ce drop. Et puis hop, c'est par ici, oui. Notez aussi le jeu des match-up, puisque dès le début on a Porzingis qui est sur PJ Washington et qui n'est pas sur Derek Lively. Et c'est tout le truc, c'est que il y a un peu cet aspect où forcément quel est le meilleur partenaire de pick and roll pour Dallas? C'est Derek Lively. Mais quel est le mauvais défenseur que eux ils ont envie de cibler? C'est Porzingis. Et donc Boston, s'ils mettent Porzingis sur Lively, Dallas peut un peu faire d'une pierre deux coups, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sépare un peu les deux éléments, on va dire. Donc, soit tu veux attaquer avec Lively, ta meilleure cible, et donc, mais tu le fais en attaquant non pas Porzingis, mais un autre. Soit si tu veux attaquer Porzingis, tu le fais, mais sans ta meilleure cible de pick and roll. Donc, c'est un peu tout le jeu, finalement, de match-up que va jouer Boston, à mon avis, sur ces matchs-là, sur cette série. Donc on y va, on avance pareil, hein. Doncic qui dit vas-y, il faut que tu ailles poser l'écran, non pas Lively mais plutôt PJ Washington. Pourquoi? Parce qu'on veut impliquer Porzingis. On fait plutôt le choix de cibler le mauvais défenseur plutôt que de jouer avec notre meilleure cible, notre meilleur partenaire de pick and roll. Donc là pareil, pick and pop ouvert à 3 points puisqu'on avait 2 sur le ballon. Voilà, c'est très simple. On est relativement en drop là encore, hein. Même si contre Irving, je pense que on a vu que les équipes aimaient bien monter plus haut parce que lui, hein, il est un peu plus le pull-up dynamique en sortie de l'écran. Et donc là, de facto, on n'est pas sur un deep drop, on est tout de même en retrait. Donc 2 sur le ballon, le pick and pop en tant que arme anti-drop, hein. Vous voyez que le drop c'est je reste bas, et donc qu'est-ce qu'on fait? On met quelqu'un en haut, on tire dans la verticalité, et donc catch and shoot ouvert 3 points en pick and pop pour Washington. Comme dit, la clé ce sera de voir à quel point Dallas est capable de punir en mettant ces tirs là notamment. Et puis action suivante, voilà ce que fait Boston de bien, mais voilà aussi à quel point est-ce que c'est risqué. Je vous laisse dérouler une première fois, catch and shoot à 3 points ouvert. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est un simple 1 contre 1, pas de système, et comme dit, Doncic est capable d'aller au panier dans la raquette sur un simple 1 contre 1, voilà, il passe Jaylen Brown tranquillement, mais là pour une fois il y a des aides dans la raquette qui sont là en avance, donc ça vient compenser et ça vient aider sur ce fameux 1 contre 1, ok, mais qu'est-ce que ça fait? Donc s'il y a une aide, ça libère, c'est un décalage quoi, il y a un décalage quelque part, et donc PJ Washington qui est capable d'attaquer en close-out et de faire l'extra pass
Comme d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure en tout début de vidéo, on a dit que quand Williams n'est plus là, mais Washington est capable de faire ce genre d'action aussi. Ben voilà, là quand on a un peu trop de terrain surchargé, ça fait extra pass, ça attaque le close-out, extra pass ici aussi, et donc là, tir à 3 points au catch and shoot pour Irving, qui est un magnifique tir, malheureusement pas rentré, mais en termes de rentabilité et de process, c'est magnifique. Donc voilà, c'est tout le problème, c'est que des couvertures agressives en termes de défense collective et de défense off-ball, ça va aussi permettre ça. Donc la question, c'est pas d'un côté ou de l'autre, c'est pour moi c'est un point d'interrogation, c'est à quel point est-ce que Dallas va pouvoir arriver à punir avec ses passeurs et ses shooters ou pas. C'est pour moi la question est ouverte. On enchaîne avec cette fois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bon, on va pas cibler Porzingis, on va utiliser plutôt notre meilleur partenaire de pick and roll. Voilà. Et donc du coup, on va attaquer Tatum, donc c'est pas Porzingis, mais au moins on a la chance d'impliquer Dereck Lively, donc le voici. Et petite erreur de la défense en plus, et ça rappelle aussi à quel point est-ce que, comme on dit depuis le début, est-ce que la défense en deuxième rideau doit être de bon niveau. Et là le problème c'est qu'ils sont beaucoup trop en retard. Là ils sont trop en retard. On a Tatum qui se met un peu en drop là. Je pense qu'il demande un switch. En tout cas, c'est ce qui se passe un peu il n'y a pas de switch qui se fait de facto, et donc le rôle est totalement libre, mais là, le problème c'est que tu peux pas faire ça, quoi. Tu peux pas avoir à ce point, enfin, le spacing de Dallas n'est pas respectable à ce point. Tu dois avoir déjà Porzingis en avance dans la raquette, ou White déjà dans la raquette, en pré-rotation, parce que là c'est trop tard, une fois qu'il a capté la balle, c'est trop tard. Donc si tu veux mettre de la pression sur le ballon, comme ici, où on a les deux défenseurs qui viennent sur le ballon, ça va libérer le rôle, et sauf qu'il faut compenser, quoi. Il faut prioriser, et à mon avis il faut beaucoup plus prioriser le panier que le 3 points. Donc là la défense de Boston en retard, peut-être c'est voilà, les boulons ne sont pas assez serrés, on va resserrer les vis en play-off comparé à la saison régulière, évidemment, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Mais voilà pour la défense en deuxième rideau qui va être primordial. Autre pick and roll aussi. Alors Irving n'est pas Doncic, on est d'accord, mais tout de même il est aussi capable d'aller sur ses spots, même si c'est pas les mêmes. Lui c'est plutôt les longs tirs de points un peu tranquilles plutôt que les flotteurs autour de la raquette. Mais là qu'est-ce qui se passe? Pareil, on va cibler Porzingis, qui en plus est sur Lively cette fois. Porzingis qui reste en drop, donc on attaque, on a de l'espace, et puis que fait Irving? Il drive à droite, l'écran est pris, je reviens à gauche, et donc j'ai mon petit spot ici à mi-distance. C'est contesté, mais ça c'est aussi le côté de star de Dallas, c'est qu'ils ont des stars, des superstars qui sont capables de mettre des tirs un peu compliqués. De toute façon, c'est un tir que Irving voulait bien, le côté pull-up à mi-distance, il est capable de les mettre totalement. Donc voilà, de nouveau drop, de nouveau on implique Porzingis, le voici, hop, ici. Porzingis reste en drop, donc Doncic a un peu d'espace devant lui, et cette fois, hop, le contre-move, plutôt que de continuer à driver, et je prends par surprise Derrick White, je m'arrête, le cassage de changement de direction très, très cassant, très tranchant, et donc pull-up à 3 points ouvert sur le step back, et badaboum. Voilà, c'est... Tant que tu ne veux pas switcher, tu vas concéder un décalage quelque part sur l'écran, et donc là, ça reste en drop, donc on a un décalage ici, un petit espace, un avantage pour Dallas, le voici, et donc step back à 3 points, magnifique. On avance, toujours pick and roll, toujours Porzingis, on essaie de l'impliquer. Cette fois c'est hop, avec PJ Washington, le voici, et de nouveau, ça passe sous l'écran, donc on a un petit temps de... Là regardez, je relais qui passe sous l'écran, donc un petit décalage, un petit avantage, on a de l'espace pour dégainer le pull-up à 3 points. Pas rentré, mais un tir ouvert tout de même, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Pick and roll, cette fois avec Gafford, on va cibler, enfin on va attaquer plutôt donc de facto à leur Ford, cette fois ça switch, ici, donc pas de décalage sur l'écran, ça switch. D'ailleurs, un kick-out switch, est-ce que vous l'avez vu off-ball ici? Donc c'est Porzingis qui est sur Washington, et le switch sur le ballon a fait que Derrick White doit être sur le gros Gafford. Donc qu'est-ce qui se passe? Un kick-out switch, c'est Porzingis qui se ramène dans l'action, qui dit tiens, off-ball, moi je prends Gafford et toi je te kick-out ailleurs. Voilà, c'est un kick-out switch, comme ça c'est lui qui est en position préférentielle, enfin déjà qui est au marquage du plus gros, et surtout qui est en position sous le panier pour au cas où il faille protéger le panier, et puis surtout, de l'autre côté, on l'a pas vu, mais le très très bon travail de Horford sur le switch, qui défend bien, qui presse très haut parce qu'il sait que en pressant haut, je vais empêcher le pull-up à 3 points et sachant que j'ai une aide derrière, donc ça c'est parfait. Et c'est exactement ce qu'il faut pas faire pour Dallas, je trouve, c'est se contenter un peu trop de ce genre de pull-up contesté contre des switches. Voilà. C'est autant contre des plus petits, si tu obtiens Peyton Pritchard sur un switch, ça me dérange un peu moins de shooter par-dessus. On a vu qu'il a fait beaucoup contre Minnesota, contre OKC, shooter par-dessus des petits sur des tirs un peu moins contestés. Mais là, c'est vrai que
bah, quelle est la faiblesse d'Horford sur Switch? C'est la mobilité. Donc là, tu viens un peu sauver les fesses de Boston toi-même en tant que Mavericks, donc c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage de se contenter de ça. Un petit système très sympathique pour Irving, je le laisse dérouler, vous allez voir, qui va venir cibler Porzingis. Que se passe-t-il? Voilà, ça attaque crossover, donc tir ouvert dans la raquette. Qu'est-ce que ce système? C'est un Iverson cut ici, donc 2 en tête de raquette de une aile vers l'autre. Iverson cut nommé après Allen Iverson, évidemment, pas Colton Iverson, bien sûr. Et donc, on enchaîne avec un quart de terrain libéré totalement, un écran qui part vers l'extérieur, et ce que va faire Irving, c'est un snake du pick and roll. Donc, littéralement, il fait le serpent. Donc, hop, je pars à droite, et en fait, je reviens à gauche. Et le problème, c'est que Porzingis, en termes de changement de direction, comme dit, il est pas top. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir isolé sur tout un quart de terrain, c'est que je drive à droite, hop, changement cassant à gauche, Porzingis peut pas suivre, et donc, j'ai mon petit pull-up ouvert, ligne des lancers francs. Voilà. Petit système très très sympathique de la part de Jason Kidd et de Dallas qui permet de libérer un très bon tir pour Irving. Le voici de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? On cible Porzingis. Ça ne switch pas, ça drop. Alors, pas un drop très très bas, hein, parce que comme dit, Irving peut dégainer le pull-up, donc il faut être prêt à monter, mais on est plutôt sur un soft edge, si vous voulez. On est au niveau de l'écran, peut-être un peu plus bas tout de même quand même. Un drop assez agressif, peut-être, je sais pas. On s'en fiche un peu des appellations, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est de facto 2 sur le ballon, et donc le pick and pop ouvert. Voilà, la clé de la série, c'est les 3 points et à quel point est-ce que ces pick and pop, ces catch and shoot ouverts qui vont être concédés, Dallas va être capable de les mettre ou pas. Et puis là, excellent exemple aussi de défense collective. J'ai déjà montré tout à l'heure le kick out switch. Ici, c'est un peel switch. Alors, qu'est-ce que c'est un peel switch? Déjà, on a sur le ballon un switch, très simplement. Donc, un premier ici, double écran. Derrick White qui est sur Irving, ça switch. Ok, donc Hauser sur Irving. Ensuite, deuxième écran, ça switch également. Donc Horford est censé être ici pour switcher sur Irving. Sauf que Irving, vous avez vu qu'il accélère immédiatement. Donc Horford est un peu en retard. Et donc Irving a le temps d'avance. Qu'est-ce qui se passe? On fait un peel switch. C'est-à-dire que Porzingis qui est dans le corner, il va coulisser et prendre la responsabilité de Irving. Pendant que Horford, qui est déjà dépassé, en fait, ne va pas chercher à revenir sur Irving, mais revient sur Kleber. Voilà. Il peel off, on dit. P-E-E-L, peel, comme épeler, éplucher, littéralement. Et donc voilà, c'est un peel switch qui permet d'annihiler, d'anéantir le décalage qui avait été créé, puisque Irving avait déjà le temps d'avance, l'avantage ici, et donc ça switch off-ball, un peel switch où Porzingis prend la responsabilité, et Horford peel off, s'épluche, il vient s'éplucher sur le shooter extérieur, et donc voilà. Ensuite, ça peut attaquer le close-out et aller prendre la faute. Mais voilà aussi ce genre de mécanisme de défense collective assez intéressant, et même là, bon, il y a une faute à la fin, mais la raquette était bouchée, il y avait moyen de faire mieux que ça, en tout cas sur le papier, dans le process. Donc ça, c'est bien. Et puis, de nouveau, Doncic re-rentre sur le terrain, et là, ça va être le festival. Alors, pas le festival de tir pré-marqué, pardon. Et puis, plus de Porzingis sur le terrain, mais n'ayez crainte. Qui est-ce qu'on va cibler maintenant? On va cibler Peyton Pritchard. Voilà, toujours la même philosophie d'aller cibler des mauvais défenseurs et de les attaquer directement. Donc ça switch, Pritchard qui switch sur l'écran dans ce switch all de la part de Boston. Mais le problème c'est pas tant le switch en soi, c'est le fait qu'on switch et qu'on ne le protège pas. Là, on est censé avoir peut-être des stunts plus agressifs, des aides au panier, et là on n'a pas tout ça, on est vraiment sur une isolation complète en fait, hein. Il peut aller carrément sur son spot. Bon, le tir est manqué, mais pour le coup, c'est un excellent tir à obtenir, ça. Et ça, d'ailleurs, d'habitude, il le met. Donc ça, si tu concèdes ça sur la totalité d'un match, sur plusieurs possessions, t'es un peu mal, quoi. Donc c'est là-dessus où j'ai pas trop de problème avec le switch pour anéantir tout décalage au niveau de l'écran, mais sauf qu'après, il faut le protéger, quoi. Et là, sur ce match, on a vu que, là, pour le coup, c'est pas trop protégé, ce switch. Là, on a vraiment un mismatch, et il peut aller où il veut, il va sur son spot, il a son tir ouvert, c'est parfait. Donc là, dans le process, ok, le tir est manqué, mais c'est plutôt défaite de Boston. Je pense que si vous êtes Boston, faut pas trop être content de cette possession non plus. De nouveau, switch, qu'est-ce qu'on fait? À Horford. Et là, cette fois, on va au panier. Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Le fait que le fameux prendre un pull-up à 3 points par-dessus à Horford, Horford, il n'attend que ça, parce que être capable de contester le tir, il peut le faire avec sa taille et ses longs bras et sa réactivité, ok. Mais sauf que, quelle est la bonne manière d'attaquer là? On a vu le switch sur pick and roll, quelle est la bonne manière d'aller punir ça? C'est le tester sur la mobilité. Donc là, c'est ce qu'il fait. Il attaque, il va sur son spot, le flotteur, et voilà. Donc ça, c'est aussi, là encore, il y a un switch. Ça change sur l'écran, voilà. Donc, isolation face à un mismatch. Et là, sans doute qu'il y a un choix à faire. Est-ce qu'on fait des aides plus agressives au début? Est-ce qu'on fait des prises à deux? Ou alors, est-ce qu'on vient aider un peu mieux, en tout cas, en bas de la raquette? Parce que là, c'est un peu trop facile, quoi. Il va sur son spot sans trop de problèmes, quoi. Donc ça, c'est pas top.
tu concèdes le switch et derrière t'aides pas, c'est trop facile pour Luka Doncic. C'est beaucoup trop facile. De nouveau pick and roll, de nouveau switch et le pull-up à 3 points. Là, c'est exactement ce que j'aime pas trop. Hein. Donc, comme j'ai déjà détaillé, mais voilà, ça obtient le switch, ça obtient l'Horford. Il n'y a pas de Porzingis sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de gros. L'accès au panier serait accessible, mais ça se contente du pull-up à 3 points. Je suis pas hyper fan, même s'il peut les mettre, qu'il les met beaucoup en playoff, dans des moments chauds, etc., etc. De nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Système de remise en jeu, ligne de fond, voilà. On donne la balle à Lively, qui a déjà pris de charge sur lui parce qu'il y a eu un premier switch ici sur l'écran, sur la sortie d'écran. Voilà, ça switch pour empêcher un tir de Hardaway. Donc, super, après ça, on vient chercher le ballon et ça switch ici cette fois. Et donc là, c'est pareil. À quel point tu peux te permettre... Regardez comme il n'y a aucune aide qui vient nulle part. Ni au début du drive, ni en fin de drive. Voilà, on pourrait voir par exemple un stunt ici, assez agressif en début de drive, plus Tatum qui est déjà en pré-rotation sous le panier pour boucher l'espace. Et là, on n'a pas ça. On n'a pas ça du tout, on a juste une isolation de un mec qui fait 6-8 face à un mec qui fait 5-11, même pas 6 pieds de haut, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est trop facile ça, c'est trop facile. Je vais sur mon spot, je prends le tir, je prends la faute, je prends le panier. Voilà, c'est vraiment le switch, il n'y a pas de problème, mais que le switch ne doit pas être juste un switch en soi. C'est un peu ça le problème. Là pareil, Irving qui obtient Xavier Tillman en switch sur le pick and roll. Voilà. D'ailleurs, à noter, pas de Luke Cornet. On a plutôt Tillman sur ce match-là, donc quid de la rotation en finale, mais je pense qu'effectivement, Luke Cornet, ça va être un peu compliqué. Et donc là, Irving, isolation face à Tillman, et vous voyez qu'à quel point, là, c'est parfait. C'est parfait. Boston veut exactement ça. Boston, ça switch pour avoir aucun décalage sur l'écran, et puis ensuite, on conteste le pull-up. Ça, c'est génialissime, si vous êtes Boston. Et c'est pour ça que, pour le coup, ça, c'est plutôt un choix de Dallas. Et faut pas trop que les stars un peu se contentent de vouloir punir le switch juste par le pull-up à 3 points, parce que c'est quand même pas le truc le plus rentable. Et on avance avec, de nouveau, cette fois, on arrête de switcher. Qu'est-ce qui se passe sur une remise en jeu ligne de fond? Voilà, ça remonte chercher la balle des mains de Lively. C'est parti. Tillman ne switch pas, il reste plutôt en retrait. Jourdier est pris dans l'écran, et surtout, vous allez voir que, comme dit depuis le début, c'est pas tant le 2 contre 2 sur le pick and roll, c'est le fait qu'on n'a pas d'aide qui viennent assez tôt. Voilà, là c'est trop tard. Le truc c'est qu'on devrait déjà avoir, je pense, Tatum qui est déjà un peu plus 1 ou 2 pas dans la raquette plus profondément pour empêcher ce alley-oop, quitte à forcer l'extra passe compliqué vers le corner opposé en fait. Ok, et même s'il arrive à la faire et que s'il y a bien un joueur qui est capable de faire cette passe encore et encore, c'est Luka Doncic, on est d'accord, mais il vaut mieux forcer le kick-out plutôt que le dunk avec 100% de probabilité. Il vaut mieux le tir à quoi 35, 38, 40% de probabilité d'être mis dans le corner, plutôt que là le dunk à 100% de proba. Donc c'est là-dessus où ça me dérange pas trop et comme dit on a vu plein de couvertures de pick and roll différentes, du switch, on a vu de l'isolation, on a vu un peu de edge, un peu assez haut, on a vu du drop, on a tout vu, mais la problématique elle est pas là, elle est pas sur le ballon pour moi, elle est au niveau des aides et on a vu que les switch étaient pas assez protégés, on a vu 2-3 actions là dernièrement et là Tatum n'est pas assez tôt, assez profondément dans la raquette, ce qui fait que le alley-oop là c'est trop facile quoi, c'est beaucoup trop facile. Donc voilà pour cette défense collective, à mon avis, il va falloir un peu resserrer les vis, comme dit déjà, et là pareil, que se passe-t-il? On est sur une semi-transition, on va dire, ça se met en place petit à petit, un peu tranquillement, un écran glissé de Lively qui pose pas un contact, hop, je plonge dans le dos rapidement, donc on sait pas trop est-ce qu'on switch ou pas, comme il n'y a pas vraiment d'écran, Tatum il se dit bah non, je reste sur Doncic, je roule l'idée, il sait pas s'il doit switcher ou pas, parce que lui il a vu qu'il y avait tout de même un petit écran, ça part dans le dos, et là encore, Tillman en retard, et donc il arrive trop tard pour le roll, c'est un dunk assez facile, donc pas top la défense en deuxième rideau de ces Boston Celtics. Et puis pareil, sur une zoom action, même conséquence pour les mêmes mots, même conséquence plutôt on va dire, donc zoom action, hop, le système 21 de Mike D'Antoni, donc un mec qui vient en surprise, hop, je me retourne, ça fait une sortie d'écran ici, un écran plus un dribble end-off, zoom action, très simplement, le voici qui attrape la balle, voilà, et puis PJ Washington qui glisse l'écran, hop, je pars vite au panier, voilà. Porzingis qui reste relativement haut, cette fois on est en edge, on est en show, soft edge ou show, donc on est au niveau de l'écran, on n'est pas plus bas, on n'est pas plus haut en hard edge, on est en soft edge ici au niveau de l'écran, ok. Et Washington qui plonge vite au panier, que se passe-t-il? La pocket pass entre les deux, voilà, 2 sur ballon, ça fait qu'on a un décalage, 2 sur ballon, décalage ici, 1 contre 2 côté faible. Derrick White est un peu en retard, il doit déjà être à l'intérieur, il ne l'est pas. Et voilà. Et après, on peut aussi réfléchir que, techniquement, l'aide devrait venir depuis le côté faible, donc Derrick White, mais elle pourrait aussi venir largement depuis, non pas le côté fort ou faible, ça on s'en fiche. Maintenant, les équipes NBA font aussi beaucoup de côté single
ou full, comme on dit. Full, c'est donc rempli, hein, plutôt que single où il y a un seul défenseur. Les équipes NBA aussi maintenant aiment beaucoup aider depuis, même si c'est le côté fort, côté où va le ballon, hein, main droite, drive main droite, c'est le côté fort, mais là on pourrait totalement imaginer un Jaylen Brown déjà dans la raquette pour empêcher ce rôle. Sauf que là, je sais pas ce qu'il fait, Jaylen Brown, il se rend même pas compte qu'il y a une action qui est en train d'être jouée. Je pense qu'il réfléchit à peut-être à son contrat, aux critiques qui sont faites sur internet, je sais pas, non, je chambre. Mais voilà, là pour moi c'est une erreur parce que voilà, un rôle à ce point libre, alors que Jaylen Brown est dans le corner sur un non-shooter en plus qui est Derek Lively, c'est pas trop acceptable, quoi. C'est pas acceptable, donc là il y a peut-être des choses à voir et à modifier. De nouveau le retour de cette zoom action avec un ajustement. Vous avez vu que Jrue Holiday a voulu faire un top lock, il sait que ça vient, donc il se met à travers, il empêche Doncic de prendre l'écran, mais Doncic arrive tout de même à sortir, prendre le ballon, ok, et pareil, une faute. Sauf que là, cette fois-ci, vous voyez que, alors je me souvenais pas, mais j'ai bien fait de faire un laïus sur ça. En effet, cette fois, l'action, l'aide vient depuis le côté fort, et depuis donc le côté, non pas le côté où il y a un seul défenseur, mais le côté full. Et alors pourquoi est-ce qu'on aime bien faire ça? Donc c'est parce que le côté faible où il y a qu'un défenseur, si lui il aide, il y a personne pour compenser pour aider celui qui aide. Voilà, c'est un peu l'idée. Si Tatum aide ici et que la passe est faite là au shooter, personne peut aider. Alors que là, côté fort, côté full surtout, si Jaylen Brown aide, on a encore Derek White qui est en 1 contre 2. Ok. Bref, on s'en fiche. Mais cette fois, donc l'aide vient, mais elle vient un peu en retard, quoi. Là, c'est bien de vouloir faire une action au panier un peu spectaculaire, mais je pense que la clé, c'est d'être un peu en pré-rotation pour forcer la passe à aller ailleurs. Là, c'est un peu risqué dans le feu de l'action de faire une aide au panier depuis en protection du panier. Voilà. Edge 2 sur le ballon, donc le roll libre et la rotation qui vient un peu en retard. Donc voilà. Comme dit, qu'importe la couverture sur le ballon, le principal, la problématique, c'est la défense collective ailleurs. Et là d'ailleurs Boston s'en sort bien. De nouveau, qu'est-ce qui se passe? On cible Porzingis qui reste en drop. Voilà, on recule. Le roll est libre, on a 2 sur le ballon, le roll est libre. Et Jaylen Brown arrive à passer devant et à mettre la main. Donc ça c'est très bien. Même si bon, il met la main, donc tant mieux, il arrive à passer devant avec la main au dernier moment. Mais à quel point est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit déjà en pré-rotation, qu'il soit devant, qu'il se mette devant Washington, quitte à forcer une extra passe ailleurs encore une fois. Mais bon, là c'est un peu une action risquée, hein. Bon, heureusement il l'a fait, mais voilà. Ça vient compenser, c'est exactement ce qu'il faut, ça vient compenser le 2 contre 1 sur le ballon, de nouveau, voilà. Et de nouveau Lively, et de nouveau une défense de Boston qui doit resserrer les boulons au niveau de la défense sans ballon, c'est-à-dire que là, vous voyez que Porzingis qui monte à peu près au niveau de l'écran, ça contient le ballon, 2 contre 1, ça monte assez haut, vous voyez, 2 sur le ballon, et sauf que Tatum n'est pas déjà en pré-rotation. Et donc là, c'est trop tard. Voilà, c'est question de timing, ça se joue pas à grand chose, mais c'est la NBA, c'est le très haut niveau, ça se joue à 1 pas près, comme on dit souvent. Côté fort non plus, on n'a pas Jaylen Brown qui aide. Côté faible, on a Tatum qui va aider, mais trop tard, ce qui fait que on a panier. Voilà, et c'est d'autant plus bizarre, je ne sais pas, mais ouais, un peu dommage, parce que quand tu fais monter à ce point haut Porzingis, tu sais que tu vas avoir un 2 contre 1 sur le ballon. Donc, tu sais que tu mets de la pression sur le ballon, il faut déjà être prêt à compenser. C'est ce que, mine de rien, a fait magnifiquement OKC sur sa série. C'est peut-être eux qui ont le mieux défendu sur ces pick and roll, notamment, je trouve. Mais voilà, là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Cette fois, fin de deuxième mi-temps, on a un switch en transition. Vous avez vu Porzingis sur Doncic, et donc on fait une prise de 2 pour s'en sortir, mais ça crée un décalage et Dallas est capable de l'exploiter. Voilà, c'est un peu le problème, c'est que quand on fait le fameux, alors là c'est pas un switch and double parce que il y a un mismatch de base, hein, ils n'ont pas fait un switch, mais quand on a la prise à 2, le double, voilà, 2 sur ballon, ça fait tourner 1, 2, 3 contre 1, 2, 3, 4 forcément, donc ça attaque, extra passe, et puis le petit flotteur. Voilà, c'est à quel point est-ce qu'on veut aussi faire de la stratégie un peu plus risquée ou pas. On enchaîne, fin de deuxième mi-temps toujours. Porzingis qui switch cette fois sur Doncic. Et donc que se passe-t-il? Il switch, vous avez vu le stunt là de Hallerford pour venir boucher l'espace au cas où, pour empêcher d'arriver assez facilement contre l'isolation. Ok, donc Doncic il appelle le pull-up à 3 points et il le met. Et là pour le coup, je sais pas si vous voyez la différence aussi de contest, elle est quand même assez grande. Comparé à Hallerford qui est assez mobile sur les petits espaces et qui était capable de contester le pull-up à 3 points. Et là vous allez voir Porzingis, sur le changement de direction un peu surprise, il est un peu loin, quoi. Donc le contest, il est quand même pas pareil. Et puis deuxième mi-temps, que se passe-t-il? Là, ajustement à la mi-temps de la part de Joe Mazzulla.
Le jeu des match-up, le jeu de mettre Porzingis sur Washington, ça ne suffit pas. Vous avez vu que Dallas était quand même capable de l'impliquer et de le punir, ce fameux Porzingis sur pick and roll. Alors, il y a un step supplémentaire qui est franchi, c'est on appelle un écran et regardez que font les joueurs de Boston. Donc déjà, hop, Jrue Holiday prend PJ Washington. Ok. Donc Washington dit non mais pas moi. Nous ce qu'on veut c'est Porzingis. Donc qu'est-ce qu'on fait? Lively vient poser l'écran puisque Porzingis est sur toi. Ok. Il monte et Jrue Holiday dit non, je switch, tu vas pas sur le ballon, toi, c'est moi qui prends Lively. Donc Lively dit bon, pas moi non plus. Josh Green, vas-y, ok, si tu veux. Et donc, voilà, tout un jeu de match-up et de switch off-ball pour empêcher que le poseur d'écran amène Porzingis dans l'action. Et donc, on se retrouve avec un pick and roll entre petits et un pull-up à 3 points ouvert de la part de Luka Doncic. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Peut-être qu'il y a un effet de surprise ici sur cette action de mince, j'arrive pas à avoir un poseur d'écran, mon poseur d'écran que je voulais. Et là, je pense que voilà, peut-être qu'il y a mieux à faire, mais la bonne stratégie de la part de Boston qui fait des switches pour empêcher que Porzingis soit impliqué dans l'écran, dans le pick and roll. Donc voilà. Puis, action suivante, cette fois-ci, on arrive à impliquer Porzingis, le voici. Et changement, vous voyez qu'on fait un edge, et même un edge assez agressif, un hard edge. Hop, Porzingis qui monte plus haut que le niveau de l'écran pour gêner le porteur de balle avant de revenir sur son poseur d'écran, voilà, on gêne, mais sauf que Doncic, si tu fais un 2 contre 1, voilà, c'est le meilleur passeur du monde, ou pas loin avec Jokic comme vous voulez, mais meilleur passeur du monde de pick and roll, peut-être on peut le formuler comme ça, et donc ça libère assez vite, et donc là, 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Et en effet, encore une fois, bon, le tir est manqué, la situation est pas très bien gérée de la part de Washington, mais encore une fois, la défense collective de Boston est un peu en retard là pour le coup, parce que si tu sais que tu fais un hard edge, alors peut-être c'est improvisé de la part de Porzingis, mais ça m'étonnerait. Si tu sais que tu fais un hard edge avec une pression comme ça sur le ballon, la rotation elle doit venir plus tôt de Jrue Holiday notamment. Alors c'est compliqué parce qu'il est sur un bon shooter, mais la rotation doit venir plus tôt pour aider ce edge. Et là, vous voyez que il est en retard et l'angle est ouvert là. Là, c'est trop tard là, techniquement. C'est juste qu'ensuite Washington ne joue pas forcément très bien l'action parce que là, il peut soit attaquer, faire extra pass, ou alors faire un lob ici, ou alors mettre le flotteur aussi justement, mais bref, le résultat à la fin n'est pas top, mais dans le process, voilà, c'est très risqué parce que ça offre ce genre de situations qui peuvent être largement mieux gérées que ça, et qui sont en soi extrêmement dangereuses comme situation. Donc voilà, est-ce que le edge de Porzingis c'est une bonne solution? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais au moins ça le mérite donc de faire lâcher la balle à Porzingis, à Doncic, pardon, et de miser un peu sur les autres joueurs, et donc c'est exactement ce qu'on a eu ici, hein, pour le coup. C'est ok, c'est risqué, et Washington aurait pu faire mieux, mais dans l'esprit c'est on met la pression sur Doncic, on le force à lâcher la balle et on force les autres à nous battre. Et là on voit que ils vont réussir à faire la bonne action, sans doute un pourcentage de fois plus bas que Doncic, parce que c'est des role players, évidemment, c'est pas des superstars. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Hop, on va cibler quelqu'un d'autre, cette fois on va cibler Sam Hauser, le shooter Sam Hauser. Donc on fait un pick and roll avec lui, on l'implique dans l'action, il switch, et puis ensuite vous voyez que Doncic est capable d'aller sur son spot dans la raquette très facilement. Voilà, je suis dominant dans la raquette, super, il y a une net qui se déclenche, je prends la faute. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cette option avec Dallas, c'est qu'ils peuvent cibler les gros comme les petits en termes de switch et de mismatch, grâce à Luka Doncic qui est un peu un mismatch face à tous en fait, hein, face à des gros ou des petits. Et puis là, pareil, de nouveau, vous allez voir, est-ce que vous avez vu le côté agressif de cette possession? Donc on revient des vestiaires avec une mentalité beaucoup plus agressive côté Dallas, et ça libère un tir à 3 points, alors malheureusement manqué encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons un pick and roll ici pour impliquer Porzingis, ça switch, ok, ça switch and double, on peut dire, hein. Enfin alors, pas un switch and double classique de je switch, après je fais une prise à 2, là c'est vraiment une prise à 2 un peu improvisée, j'ai l'impression, et donc ça fait tourner, passe un peu mauvaise, mais voilà, on revient sur la balle à Doncic qui va attaquer le switch face à Porzingis, ça vient aider, et donc ça libère à 3 points. Voilà, vraiment c'est j'arrive à obtenir le switch sur Porzingis, donc tant mieux. Lui il fait ce qu'il peut, mais surtout on vient aider côté Boston, hein, et ça c'est tant mieux, hein. On a Al Horford qui est prêt à aider au panier, et puis un stunt ici qui vient gêner le drive, et donc le problème c'est bien, hein, côté Boston ça protège le switch, le problème c'est que ça va générer pas mal de tirs ouverts à 3 points comme ceci. Et est-ce que si à la place de Dante Exum on a Jaden Hardy ici, est-ce qu'il le met pas? Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen de punir beaucoup plus que ça? Comme dit, c'est un peu le point clé de cette série, j'ai déjà répété 4-5 fois déjà, ça commence à s'accumuler. Et puis de la même manière, le switch, hop, on fait un écran avec Horford, ça change sur l'écran, isolation, et là encore une fois le pull-up à 3 points qui cette fois est bien contesté évidemment par Horford, hein, c'est pas Porzingis, Horford. Donc le voici, et ça comme dit aussi c'est le genre de tir que voilà, ça me plaît pas trop. Moi, ça me plaît pas trop en termes de se contenter du pull-up plutôt que d'attaquer sur drive, quelqu'un qui est friable sur drive. Donc voici de nouveau switch, on va attaquer
Et on va attaquer Sam Hauser. On voit que ça a changé sur l'écran, super. Et de nouveau, le pull-up à 3 points. Et de nouveau, bon, un peu manqué. Mais voilà, ce côté se contenter d'un pull-up, je suis un peu moins fan qu'aller au panier où il peut faire largement plus de dégâts. Doncic n'est plus sur le terrain, cette fois c'est Irving qui attaque Sam Hauser, le voici. Et vous voyez, hop, je laisse dérouler. Alors il met le tir, ok, c'est vrai, c'est bien. Mais vous avez vu qu'après le switch, qu'est-ce qu'on a? On a Allerford qui vient se mettre en deuxième rideau. Voilà, donc là, clairement, Irving ne peut plus aller au panier parce que l'espace est bouché et donc il se contente de prendre le pull-up sur isolation. Et dans ces cas-là, c'est vrai que bon, déjà, sa mi-distance, c'est un peu moins pire pour Irving. Mais voilà, on a un peu testé. Et puis de toute façon, Boston a bouché le terrain, il n'y a rien d'autre à faire. Donc on se contente de prendre le tir. Et en plus, on le met parce que Irving, c'est aussi une superstar qui est capable de le mettre. Donc voilà, et puis de nouveau, pick and roll avec Derek Lively. Cette fois, on a Allerford qui met un peu de pression, qui monte un edge au niveau de l'écran. Voilà, 2 contre 1 sur le ballon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 2 contre 1 sur le ballon. Ça libère. Le voici, un décalage. Et puis, il est capable de mettre un petit hookshot, notre ami Derek Lively. Donc, c'est tant mieux. Et voilà, on voit que Boston n'hésite pas à mettre un peu plus de pression sur le ballon. Après, le truc, c'est que à quel point est-ce qu'il faut respecter le spacing de Dallas. Quoique, je dis ça, mais finalement, on voit aussi que Jason Kidd a fait exprès de mettre ses côtés faibles, ses deux meilleurs shooters, hein, Tim Hardaway Jr. et puis Kyrie Irving. Ce qui fait que peut-être on a cette réticence des mecs côtés faibles de venir aider sur le panier. Bon, encore une fois, je pense que peut-être la bonne stratégie, c'est plutôt de prioriser le panier. Et puis, nouveau pick and roll, et cette fois en cible un plus petit, Peyton Pritchard. Et la clé ici, c'est qu'il attaque dès l'écran, dès le switch en fait, et ce qui lui permet d'aller ici dans la raquette sur son spot. Voilà. Et si vous regardez bien, hop, on fait le pick and roll, on implique Pritchard et puis le switch il monte haut et puis on attaque directement ici pour pas laisser une chance à Jaylen Brown de revenir, peut-être de re-switcher ou de faire un stunt. Non, on attaque directement, on va jusque dans la raquette, le spot et puis le tir ouvert. Malheureusement manqué, il a manqué quelques tirs un peu faciles sur ce match-là, c'est un peu une anomalie. Mais voilà, encore une fois, on est arrivé à cibler un mauvais défenseur, un petit défenseur sur un switch et à attaquer, et pas forcément un système d'aide derrière qui était génial, hein. Franchement, comme dit, hein, c'est pas grave de switcher si derrière tu protèges. Là, c'était pas trop le cas. Donc ça a permis à Doncic d'aller jusque dans la raquette, là où il voulait aller. C'était parfait pour lui. Et puis, pareil, ce système d'aide, pas forcément au point. Pick and roll sur le côté. Hop, avec Allerford. Cette fois, ça ne switche pas. Ça contient le ballon, ça contient le ballon, ça contient le ballon. Mais pas tant que ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on reste en 2 contre 1. En 2 contre 2, pardon. Là, on n'a pas de switch, effectivement. On a Jaylen Brown qui revient sur Doncic et Horford qui essaie de contenir. Mais sauf que, il y a aussi une autre menace dans le pick and roll. Il n'y a pas que Doncic. Il y a le alley-oop de Derek Lively. Ce qui fait que Horford recule et laisse ouvert l'espace parce qu'il recule sur Lively. Et ce qui permet donc à Doncic d'aller tranquillement avoir un layup ouvert. Voilà. Donc, erreur de la part de Horford. À quel point est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un stunt, une aide plus agressive, enfin pas un stunt, pardon, une aide plus agressive de la part de Tillman qui vient prendre ici Lively et qui dit à Horford non, te soucie pas de Lively, c'est couvert, reste sur Doncic. Déjà, première erreur. À quel point est-ce qu'on peut pas être plus agressif de ce côté-là? Et puis aussi, on a l'aspect de premier rideau. Hein. On a commencé la vidéo par ça, on va la finir par ça. C'est ce premier rideau qui n'est pas assez costaud pour revenir en position comme Lou Dort pouvait le faire, le freiner, le stopper et le gêner. Donc voilà, ce qui fait que Doncic peut tranquillement aller s'installer jusque dans la raquette pour son layup. De nouveau, hop, ici, le switch avec un plus petit, Peyton Pritchard, voilà, et donc Doncic va s'installer. Vous voyez que c'est un peu anormal, je sais pas, mais il n'y a aucune aide, ça vient pas aider, que à la fin, et encore c'est trop tard, et même pas en plus. Et donc Doncic, voilà typiquement ce qu'il faut pas faire, il faut concéder un switch et tout un quart de terrain, juste pour Doncic, qui fait absolument ce qu'il veut. Il est pas gêné, il shoot par-dessus, il prend la faute. Voilà tout ce qu'il faut pas faire. Switcher, c'est une chose, ok, mais ensuite il faut compenser. On avance, cette fois il a réussi à obtenir le switch sur Xavier Tillman, ici sur un écran off-ball. Voilà, ça switch même sur les écrans off-ball. Donc le voici, Doncic récupère la balle, il va attaquer Xavier Tillman un peu librement. Et là encore, pas tant que ça d'aide, ni en début de drive, ni en fin de drive au panier. Et donc ce qui fait que, laisser en 1 contre 1 on an island, comme ils disent les Anglais, sur une île un peu tout seul, totalement isolé, voilà, ça marche pas. Ça marche pas parce que là, on devrait avoir peut-être un Tillman qui se met un peu plus ici pour orienter à l'intérieur, orienter vers un stunt, possiblement, plus une aide au panier.
Sauf que là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a vraiment une vraie isolation. Littéralement, il est isolé et il se fait pas aider. Et donc, Doncic, isolation, il peut le punir assez facilement. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai même pas apprécié, mais hop. Voilà le switch. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il part de la ligne à 3 points, pas d'écran. Et puis, il va jusque son spot, proche du panier, mettre son tir. Voilà. Donc, c'est pas juste. Enfin, c'est une isolation. Et en plus, où je peux aller où je veux sur le terrain et prendre le tir que je veux. Et puis, donc, on arrête le switch, on repasse un peu sur du drop. Que se passe-t-il ici? Voilà, ça ne switche pas sur l'écran cette fois, ça reste en retrait de la part de Tillman, plus Jalen Brown qui essaie de revenir. Mais donc, le drop, on reste en 2 contre 2, ça n'aide pas. Trop facile de la part de Doncic. Voilà, donc voilà pour ce décryptage tactique. En tout cas, ce côté dilemme du pick and roll de la part de entre Dallas, l'attaque de Dallas et la défense de Boston. Comme dit, les éléments à suivre, est-ce que ça switch ou pas? Le switch all de Boston, comment est-ce que Boston va protéger Porzingis ou pas d'ailleurs? Comment est-ce que Jason Kidd et Dallas vont pouvoir contourner ces protections avec des contre-moves, écran ou impliquer tel ou tel poseur d'écran, etc., etc. Et puis, à quel point est-ce que Boston peut faire le choix ou pas d'impliquer de plus en plus de pression et de défenseurs sur Luka Doncic, quitte à faire payer et à parier sur le fait que d'autres joueurs de Dallas peuvent nous le faire payer. Voilà pour ce décryptage tactique et ces quelques points clés. On se retrouve bientôt pour le podcast de preview des finales NBA, normalement demain. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.